Bon, parfait. Alors, ben, merci encore une fois tout le monde. Écoutez, comme a dit M. Virard, il y a une zone de discussion. Si jamais vous avez des questions qui vous apparaissent immédiatement à l'esprit, une précision, écrivez-la dans la zone chat et puis à tous les 15-20 minutes, j'irai faire un petit tour sur la zone pour répondre. Alors, les questions de M. Virard étaient les suivantes. La réalité de l'accès à l'aide médicale à mourir en dehors de la fin de vie, est-ce un vœu pieux ou une réalité? Le respect des directives médicales anticipées pour les personnes en perte d'autonomie, nous allons en parler. Et les directives simples du type pas d'acharnement thérapeutique ou encore ne pas réanimer sont systématiquement ignorées. Comme vous l'avez sans doute lu dans les journaux il y a une quinzaine de jours, il y a eu des histoires assez désastreuses. On va y revenir là-dessus. Le plan que je vous propose est le suivant. Un petit mot sur l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Un bref rappel des lois sur l'aide médicale à mourir, parce que pour comprendre la situation actuelle, il faut absolument comprendre d'où viennent les lois et qu'est-ce qu'elles sont exactement. Un petit mot sur le jugement Gladue-Truchon de septembre 2019 qui a changé la donne et la suite du jugement, où est-ce que nous en sommes maintenant. On va dire un tout petit mot sur les directives médicales anticipées parce que c'est probablement un des points très importants dans toute la loi sur l'aide médicale à mourir. Donc, la mission de l'association, elle a été créée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, une ancienne infirmière. Lorsque les lois ont été passées au Québec et au fédéral, j'ai pris la présidence à ce moment-là, en 2014, et nous avons changé la mission de l'association qui se lie, comme vous le voyez maintenant, c'est de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé ces directives médicales anticipées, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée et pour que soit respectée sa volonté personnelle d'avoir une aide médicale à mourir, quel que soit son état cognitif à ce moment. Je pense que ça rentre très nettement dans le cadre des réflexions et de la mission aussi de l'Association humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? C'est que les personnes qui vont avoir un diagnostic de démence, que ce soit une démence de type Alzheimer ou neurovasculaire ou autre, s'ils ont fait leur directive médicale anticipée auparavant, lorsqu'ils ou elles ont reçu le diagnostic, pourront demander l'aide médicale à mourir en avance parce qu'au moment où elles l'auront, elles ne seront peut-être plus aptes à le demander. Et ça découle directement des lois. Donc, actuellement, il y a un certain nombre de personnes et seulement depuis le mois d'août 2020, nous avons maintenant une subvention du Québec. C'est tout nouveau, c'est tout frais d'il y a 3 semaines. C'est l'organisme des services communautaires qui nous a accordé cette subvention, ce qui fait qu'au lieu d'être seulement toute une bande de bénévoles et de travailler comme on peut, bien, au moins on pourra avoir une certaine aide, particulièrement pour l'information publique. Il est absolument essentiel de faire un mini lexique parce qu'il y a tellement de confusion dans cela, particulièrement amené par les groupes religieux. L'euthanasie, c'est un terme qui date d'au moins 4 siècles. Ça veut dire une bonne mort, ça vient du grec. C'est du Francis Bacon, qui était philosophe, et qui voulait dire, pour lui, c'était de soulager la souffrance, c'était le devoir du médecin, et en bout de ligne, d'apporter une mort douce. Et c'est l'euthanasie dans le sens moderne. Il ne faut certainement pas avoir peur du terme euthanasie. La loi belge parle de la loi sur l'euthanasie. Évidemment, il y a une consonance un peu négative en Amérique, mais encore plus en Europe et curieusement, à cause, bien entendu, du régime nazi. Mais curieusement, encore une fois, la Belgique, elle, porte le nom de la loi sur l'euthanasie. L'arrêt de traitement, ce que certains appelaient l'euthanasie passive ou que d'autres appellent l'euthanasie non volontaire, encore une fois, ce sont souvent les opposants religieux. L'arrêt de traitement, ça fait partie en Amérique du Nord, mais plus particulièrement au Canada et au Québec, des droits de chacun. C'est respecté ça fait partie des chartes. Tout le monde a le droit d'arrêter des traitements, même si la mort s'ensuit. Et au Québec, il y a une cause très célèbre qui s'appelle la cause de Nancy B. à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui a permis de légaliser cette position d'arrêt de traitement. C'est le patient lui-même qui décide d'arrêter ses traitements. Vous avez peut-être vu passer dans les journaux en France l'histoire de M. Koch qui a demandé un arrêt de traitement, mais il y a toutes sortes de pièges qui se mettent dans ses jambes. Ça a été exactement la même chose pour
la triste et pathétique histoire de Vincent Lambert en France pendant 12 ans, où sa mère s'est opposée à tous les arrêts de traitement en dépit de la volonté qu'il avait exprimée plus jeune et en dépit de la volonté de son épouse. L'aide médicale à mourir, ce que nous avons au Canada et au Québec, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, c'est l'action du soignant qui entraîne la mort par injection de médicaments. C'est vraiment une euthanasie et ce sont les médicaments que nous injectons. Ça, c'est le médecin qui peut l'injecter. Au Canada anglais, dans le reste du Canada, sauf le Québec, une infirmière clinicienne peut aussi le faire. Le suicide assisté n'existe pas au Québec, mais il existe dans le reste du Canada. Et ce sont les médicaments qui sont fournis à la personne par une prescription médicale. Bien sûr, il faut que le patient soit capable d'aller chercher sa médication ou un membre de sa famille. Ceux qui connaissent la Suisse, où il y a Dignitas, Exit, Eternal Life, c'est du suicide assisté qui existe en Suisse et non pas une aide médicale à mourir. Pour la petite histoire, si vous avez un suicide assisté en Suisse, vous devez y aller. Vous êtes vu à ce moment-là par leur médecin et par des psychiatres. Il faut avoir tout un dossier auparavant. Et on vous fournit les médicaments et vous devez prendre vous-même le médicament, soit par voie intraveineuse, soit par voie orale. Un coma barbiturique induit, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les hôpitaux depuis 40 ans à peu près, en particulier en neurochirurgie. Ce sont les patients à qui on induit un coma pour protéger leur corps, leur cœur, leur cerveau. La sédation palliative continue, c'est ce qui est donné dans les soins palliatifs beaucoup. C'est l'administration de médicaments ou de substances à une personne qui est en fin de vie. En fait, on sédationne le patient ou la patiente, on le met en coma pendant quelques heures, quelques jours. Malheureusement, ça peut durer jusqu'à une quinzaine de jours pour être capable d'amener son décès. Personnellement, je trouve que ça existait avant l'aide médicale à mourir, bien sûr. Maintenant, c'est très légiféré, malheureusement. Il y a un côté légal qui s'est mis dans la sédation palliative continue, mais personnellement, je trouve que ça ne fait que prolonger des agonies. Il faut donc faire attention à la sémantique. L'euthanasie, c'est un terme parfait. Alors, il ne faut pas confondre ça donc avec l'eugénisme et non aussi avec l'euthanasie sociale, bien sûr. L'euthanasie sociale, vous le savez, ça existe dans un certain nombre de pays, malheureusement, mais bon, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Un bref rappel des lois sur l'aide médicale à mourir. Et j'ai donné à M. Virard ce tableau que vous avez ici, il va vous le partager très rapidement. Les schémas, c'est en 2014, c'est la loi 2 du Québec, en bas à gauche complètement. La loi 2 du Québec qui a été adoptée le 10 juin avec mise en vigueur au 15 décembre 2015. Entre-temps, la Cour suprême a donné sa décision en 2015 qui a fait grand bruit, la cause Carter contre Canada. On va y revenir quelques instants. Puis, la Cour suprême a obligé le fédéral à changer le code criminel et donc le code criminel a été modifié en 2016, en juin 2016, et c'est la loi C-14, c'est son nom. Le 11 septembre 2019 est arrivé le jugement Gladu-Truchon de la juge Christine Baudouin au Québec qui a donné au fédéral et au provincial jusqu'au 11 mars 2020 pour abandonner le critère de fin de vie et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. On va y revenir dans quelques instants. Dans la loi 2 du Québec, il faut absolument se souvenir que la loi 2 du Québec a été passée sous le sceau des soins de santé. Et donc, il y avait une marge très, très étroite pour ne pas tomber dans le code criminel qui, lui, relève du fédéral. Alors, il y avait 6 critères qui ont été mis de l'avant au Québec et on n'a pas rien inventé, on n'a pas réinventé la roue. Ce sont à peu près les mêmes critères qui existaient déjà en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, la personne doit être assurée au sens de la loi. Pourquoi? Pas pour que les médecins soient payés, comme je dis toujours, mais simplement pour qu'à l'époque, il n'y ait eu de magasinage pour venir dans la province pour avoir de l'aide médicale à mourir. La personne doit être majeure, c'est-à-dire au-dessus de 18 ans et plus, et elle doit être apte à consentir aux soins. Ça élimine d'emblée tous les patients qui ont déjà une démence, tous les patients qui ont des problèmes de santé mentale majeurs, qui sont déficients, mais pas tous les patients qui ont des problèmes de santé mentale, bien sûr.
Le patient doit être en fin de vie. C'est le critère qui a été aboli par Mme la juge Baudouin. En fin de vie au Québec, lorsque la loi est passée, nous nous entendions tous comme médecins pour dire que la fin de vie devait être entre 0 et 12 à 18 mois. Vous avez parfois entendu des médecins qui disaient il faut être en fin de vie à moins de 3 mois, puis même malheureusement, on l'entend encore. C'est complètement faux. C'est une très mauvaise lecture de la loi. C'est une très mauvaise information. Et malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui dénient à leurs patients ce droit d'obtenir l'aide médicale à mourir. Le patient doit être atteint d'une maladie grave et incurable. Dans la loi du Québec, cette appréciation était laissée strictement aux médecins. Sa situation médicale doit se caractériser par un déclin avancé et irréversible des capacités, ça dit bien ce que ça veut dire, et elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques. Dans la loi du Québec, il n'y avait pas de différence entre les deux, ça avait été physique ou psychique, qui sont insupportables et qui ne peuvent être apaisés dans des conditions que le patient lui-même juge tolérables. Retenez les 6 critères parce qu'ils reviennent. La décision de la Cour suprême, et là je fais un très large résumé, la personne touchée consent clairement à mettre fin à ses jours, donc ça c'est l'aptitude de la personne elle-même qui décide. La personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, ça c'est le verbatim de la Cour suprême, y compris affection, maladie ou handicap. Il est important de noter ici que la Cour suprême n'a jamais parlé d'une maladie seulement avec un diagnostic. Ça peut être une affection, ça peut être un handicap qui lui cause des souffrances persistantes qui lui sont intolérables en regard de sa condition. La Cour suprême ramène donc encore une fois le même critère de l'autonomie du patient. C'est le patient lui-même qui décide si les souffrances sont devenues intolérables et non pas son médecin, son imam, son rabbin ou qui vous voudrez. Et donc, la Cour suprême a accueilli le pourvoi de Mme Carter et Mme Taylor et ils ont donné 12 mois au fédéral pour modifier le code criminel. Le fédéral, vous vous en souvenez probablement, est en élection à l'automne 2015, de sorte qu'ils ont demandé une rallonge de 4 mois qui leur fut accordée jusqu'en juin 2016, et c'est la loi C-14. Il y a une différence fondamentale entre le Canada et le Québec. C'est qu'au Canada et hors Québec, l'aide médicale à mourir peut être donnée par un médecin ou une infirmière praticienne, ou encore le suicide assisté est accepté au Canada, c'est-à-dire la remise ou la prescription par un médecin praticien d'une substance. Personnellement, et je ne suis pas le seul à penser ça, là, le suicide assisté, je suis plutôt contre ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a certainement une importante mise en cause dans notre société du suicide et je trouve que c'est un très mauvais mélange des genres. La deuxième chose, c'est que le suicide assisté ne permet pas à un médecin ou à une infirmière clinicienne de s'assurer que les médicaments sont bien pris ou que la médication est bien injectée, par exemple si la veine éclate pendant l'injection. Alors que l'aide médicale à mourir, bien évidemment, c'est un geste strictement médical qui permet de contrôler tous ces éléments d'incapacité éventuelle. Alors, les critères d'admissibilité, ce sont, selon la loi fédérale, c'est le Code criminel, l'article 241.2. La personne est admissible, donc c'est exactement comme au Québec. Elle a 18 ans et plus, elle est apte, exactement comme au Québec. Elle a des problèmes de santé graves et irrémédiables, comme au Québec. Elle a fait une demande d'aide médicale à mourir de manière volontaire, sans pression extérieure. Ça, c'est intéressant. C'est un critère que l'on regarde lorsqu'on évalue des patients qui demandent l'aide médicale à mourir. Et elle consent de manière éclairée à recevoir l'aide médicale à mourir. Ça aussi, c'est l'aptitude. Le consentement de manière éclairée, en fait, on s'en assure par l'évaluation des critères de Nouvelle-Écosse. Et le fédéral, évidemment, dans son bon paternalisme, est allé jusqu'à définir qu'est-ce que c'était qu'un problème de santé grave et irrémédiable, au lieu de laisser ça dans les mains du corps médical comme c'était au Québec. C'est donc une maladie, affection ou handicap grave et incurable, on peut s'entendre là-dessus. Un déclin avancé et réversible des capacités, il y a des échelles pour évaluer les capacités, avec des souffrances physiques ou psychologiques qui lui sont intolérables. Et surtout, le fédéral a ajouté ce critère-là, et c'est certainement sous des pressions religieuses et autres, puis ce sont des avocats qui ont créé ce terme-là. La mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l'ensemble de la situation médicale.
sans pour autant qu'un pronostic n'ait été établi quant à son espérance de vie. Moi, je suis allé en commission parlementaire à Ottawa juste avant la loi. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, écoutez, la mort naturelle raisonnablement prévisible, ça débute avec la naissance. Les députés conservateurs de l'époque ne m'ont pas trop apprécié, mais c'est tout de même la réalité et je suis loin d'être le seul à dire ça. Alors, la mort naturelle devenue raisonnablement prévisible, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout de nos jours où les patients sont fortement médicalisés, particulièrement en fin de vie. Mais surtout, il y a une incongruité médicale majeure ici. Et pourquoi? C'est pourquoi on se bat tant contre ce critère-là. Un médecin, ça fait un examen d'un patient, ça écoute un patient, ça pose un diagnostic et en général, on va donner un pronostic au patient. L'exemple que je donne toujours, aux deux extrêmes. Si vous venez me voir et que vous toussez, que vous avez le nez qui coule, puis c'est au mois de janvier, vous avez de fortes chances d'avoir une grippe, ça c'est le diagnostic. Et si vous me demandez le pronostic, je vais vous dire c'est 7 jours avec des médicaments, puis c'est une semaine sans médicaments. Puis vous allez être content, vous retournez chez vous. Si vous avez un diagnostic de cancer du poumon avec les mêmes symptômes, on est dans un tout autre sujet. Donc, le pronostic, évidemment, n'est plus du tout le même. Alors, comment peut-on en même temps poser un diagnostic, dire que la mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, sans pour autant poser un pronostic? Alors, je peux vous dire que ça pose des maux de tête à tous les médecins, incluant dans le reste du Canada, mais eux, ils ont travaillé avec ça. Alors, en gros, vous pouvez voir dans la ligne de gauche les critères, c'est-à-dire la colonne de gauche, les critères, la deuxième colonne, c'est la loi 2, les critères qui avaient été mis de l'avant par la Cour suprême et les critères de C14 du fédéral. Vous voyez qu'ils sont à peu près tous identiques, sauf la fin de vie qui n'a jamais été nommée dans la Cour suprême et la mort naturelle raisonnablement prévisible encore moins. Alors, est arrivé le jugement Gladu-Truchon, justement parce que tant Mme Gladu que M. Truchon, qui est maintenant décédé, ont voulu aller en cours avec ces deux critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible parce que les deux avaient des maladies graves, avaient des maladies totalement incurables qui diminuaient beaucoup leur qualité de vie. Mme Gladu, c'est encore la même chose, avec aucun espoir d'amélioration, bien au contraire. Mais leur fin de vie n'était pas prévisible entre 0 et 18 mois, puis la mort naturelle raisonnablement prévisible, encore moins, sauf évidemment sur du moyen terme ou du long terme. Alors, Madame la juge Christine Beaudoin, dans un jugement extraordinairement étoffé et remarquable, a dit que les critères de la Cour suprême doivent prévaloir et que les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible sont anticonstitutionnels, sans quoi elle a parfaitement raison, si je peux me permettre, parce que je les ai bien lus. Mais c'est important de constater que la Cour suprême, jamais la Cour suprême, dans tout son jugement, puis je peux vous dire que je l'ai épluché en long et en large, ne donne des limites temporelles à la demande d'aide médicale à mourir. Jamais, ça n'existe pas dans le jugement de la Cour suprême. Et Madame la juge Beaudoin a dit que les gouvernements avaient 6 mois pour modifier leur loi. Donc, rappelons-nous, ça c'est au mois de septembre 2015. Les 6 mois arrivaient au 11 mars 2020. Le Québec et le fédéral ne se sont pas prononcés pour un appel. Et si vous en souvenez, si vous avez suivi ça, je pense que c'est le premier ou le deuxième débat lors de l'élection fédérale au mois d'octobre-novembre. La question a été demandée à M. Trudeau, allez-vous aller en appel? Et à ce moment-là, M. Trudeau a dit non, nous n'irons pas en appel. Et je suis convaincu que ni ses députés, ni le ministère de la Justice, à ce moment-là, n'avaient décidé ça parce qu'ils étaient plutôt accrochés à leur loi. Mais bref, il l'a dit, ils ne sont pas allés en appel. Et le Québec, pour l'instant, tout ce qui se passe depuis le 12 mars, c'est le critère de fin de vie n'est plus opérationnel, point. On se contente d'évaluer les 5 autres critères qu'on a vus. Au fédéral, là, ça devait être fait le 12 mars. On était en pleine pandémie, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Avant ça, le fédéral a demandé une rallonge en raison des élections à l'automne. Donc, la juge, je pense que c'est la juge Beaudoin à ce moment-là qui a accordé l'extension jusqu'au 11 juillet en raison des élections. Et par la suite est arrivée la pandémie et là, le juge Blanchard, si je me souviens bien, a accordé aussi une prolongation jusqu'au 18 décembre 2020. Donc, pour faire une histoire courte, au Québec, les 5 critères usuels sont tout à fait en vigueur, mais la fin de vie n'existe plus comme critère. Nous sommes donc, comme médecins et vous, comme patients éventuels, soumis
à la loi, au code criminel. Donc, les critères sont les mêmes, sauf qu'au fédéral, on a le fameux critère de mort naturelle raisonnablement prévisible qui ne fait pas de sens au plan médical et qui donne des maux de tête à tous les médecins qui regardent ça. Le fondement philosophique, sociétal et moral, et là, je m'adresse à des humanistes, ça me fait encore plus plaisir de montrer cette diapo qui est de moi, ce n'est pas la juge. L'autonomie des individus est un principe fondamental, de même que le respect qu'on leur doit, sans paternalisme médical, légal et encore moins religieux. Et la médecine se doit d'être accompagnatrice jusqu'à la fin. La mort n'est pas un échec, mais un aboutissement inéluctable et universel qu'il nous appartient comme soignants de rendre confortable, que ce soit par des soins palliatifs de qualité, en particulier à domicile, ou par l'aide médicale à mourir, si tel est le désir réfléchi et éclairé du patient. Ce qui me permet de dire que au moins les plus jeunes médecins commencent à être un peu éduqués en ce sens-là, que la mort, ce n'est pas un échec. La mort, tout le monde va y faire face un jour ou l'autre, quels que soient les traitements que vous pouvez avoir. C'est sûr que c'est l'endpoint final de nous tous comme êtres humains. Deuxièmement, ça me permet aussi de dire qu'il n'y en a absolument aucune contradiction entre des soins palliatifs de qualité et l'aide médicale à mourir. Ce que, par ailleurs, veulent vous faire croire dans les journaux, dans les médias, les gens des soins palliatifs, en particulier l'Association des médecins contre l'euthanasie, qui sont les mêmes que l'Association des maisons de soins palliatifs, etc. Ce sont des gens qui sont des idéologues pour la plupart, et la maison mère de l'idéologie, c'est la maison Michel Sarrazin à Québec. Ceci étant dit, c'est parfaitement très bien, c'est remarquable d'avoir fait les maisons de soins palliatifs, c'est très bien, mais ils n'ont pas à mettre en contradiction l'aide médicale à mourir, qui est un dernier soin palliatif, si l'on veut le prendre de cette façon-là. C'est un soin qui est excusez-moi, je vais juste enlever le petit point qui est ici, qui apparaît. Voyons, excusez-moi. Bon, tant pis, il apparaît. C'est un soin qui est légitime, qui est légal, et compassionnel. L'aide médicale à mourir n'enlève absolument rien à l'immense majorité des gens. C'est plus de 95% des gens qui vont jusqu'au bout de leur passage terrestre. On va voir les chiffres dans quelques diapos. Et l'aide médicale à mourir, c'est un soin ultime, légitime, compassionnel, humaniste, moral, éthique et légal pour ceux qui le désirent. C'est moins de 5%. Que ce soit aux Pays-Bas ou en Belgique, les chiffres restent toujours les mêmes. Ça tourne autour de 4% de personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non? Pas bien. Je n'ai pas accès au chat pour tout de suite. Monsieur Virard, ça va? Je regarde le chat. J'ai une question de Michel Pion. Mon père est décédé récemment au CHSLD. La famille a demandé à ce qu'il appelle des soins de confort, injection de morphine, cessation des soins usuels. Est-ce que cela se qualifie comme AMM? Non, ce sont des soins de confort qui se sont toujours donnés de tout temps. Et ce n'est pas l'aide médicale à mourir qui est un geste actif où on injecte des produits au patient qui est apte et on se regarde dans le blanc des yeux. Les soins, on pourrait donner un équivalent de ce que votre père a eu, un peu de sédation palliative continue, mais c'est ce qui se fait dans les soins palliatifs, c'est ce qui se fait dans les hôpitaux depuis toujours. On ne laisse pas mourir les gens en agonie. On leur donnait des médicaments pour adoucir les derniers jours, c'est-à-dire les soins de confort. C'est exactement la définition des soins de confort. Donc, ça, on en a dit un petit mot. Alors, quelques chiffres, justement, pour remettre les pendules à l'heure. Il y a autour de 65 000 décès par année au Québec. Les derniers chiffres que nous avons, c'est du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. On n'a pas encore les derniers chiffres. Il y a 1200, 1300 personnes, disons, qui ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est 1,9 %. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que le critère de fin de vie est encore en vigueur. Donc, évidemment, les chiffres vont augmenter un peu. On va certainement se rapprocher des 3,5 % dans les années qui viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que 88 % des patients ont 60 ans et plus. 75 % des patients, c'est du cancer, mais là aussi, c'est un peu en raison de la définition de la fin de vie.
88 un pronostic de survie de 6 mois ou moins. 66 se sont donnés d'aide médicale à mourir se sont donnés en hôpital, 20 à domicile, 9 CHSLD. Le 20 à domicile est en train de changer en raison de la COVID et aussi parce que c'est ce que les gens veulent pour la plupart. S'il n'y a pas trop d'objections de la famille, moi, les patients, j'en ai fait quelques-uns à domicile et c'est vraiment tellement plus humain et tellement plus compassionnel. Et c'est ce vers quoi on tend de plus en plus, particulièrement avec la COVID. 9 en CHSLD et 3 en maisons de soins palliatifs. Il y a 36 maisons de soins palliatifs actuellement au Québec. On a mis la liste sur notre site. Il y en a seulement 12 maintenant qui donnent l'aide médicale à mourir. Il y en a 4 qui sont en réflexion assez avancée, mais les autres n'offrent toujours pas l'aide médicale à mourir pour des raisons idéologiques, soyons clairs, idéologiques et religieuses. Et ça, moi, je suis un ardent combattant de ça parce que la loi 2 du Québec indique que tous les établissements publics doivent offrir l'aide médicale à mourir dans leur mur. Ça ne veut pas dire qu'ils obligent les médecins ni le personnel. Chacun a le droit à son objection de conscience, mais ils doivent l'offrir dans leur mur. Or, une maison de soins palliatifs, actuellement au Québec, les maisons de soins palliatifs reçoivent entre 60 et 70 de leur financement par le gouvernement. Dans mon esprit, à moi, c'est un établissement public et il devrait donc accepter de donner de l'aide médicale à mourir dans les établissements. Et ce sur quoi on travaille, ainsi que la Commission des soins de fin de vie. Et le ministère est parfaitement au courant de cette situation-là qui, à mon avis, est inadmissible. Nous avons toutes des histoires d'horreur de patients qui ont été en soins palliatifs, à qui on a dit, vous n'aurez pas d'aide médicale à mourir, vous ne pouvez pas le demander, mais les journées passant et les souffrances du patient devenant de plus en plus importantes, les patients ont finalement demandé l'aide médicale à mourir et comme on ne l'offre pas dans certaines maisons, bien, il est placé dans une ambulance le soir au mois de janvier pour s'en aller dans un hôpital, dans une urgence avec les néons dans un petit local où il y aura l'aide médicale à mourir. C'est totalement inadmissible et nous, on se bat contre ça. Au Canada, le tableau est un petit peu différent. Du 1er janvier au 31 octobre 2018, il y a eu 2000 cas, 93 par des médecins et 7 par des infirmières. Et vous voyez qu'au Canada, la proportion est de 42 à domicile, ce qui est quand même le double de ce qu'on retrouve au Québec. Et dans toute cette période-là, dans tout le Canada, il y a eu un seul suicide assisté. Et donc, moi, ça me conforte dans mon idée que normalement, on ne devrait pas avoir, bien, pas normalement, mais je pense que le suicide assisté, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, la suite du jugement, et ça va répondre à une des questions, l'accessibilité à l'aide médicale à mourir. Avec les récents développements légaux en matière d'aide médicale à mourir, il y a une certaine confusion, en particulier la modification des lois, donc l'inopérabilité du critère de fin de vie et la modification souhaitée au Canada du critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer et si oui, dans quel sens? Il faut rendre l'aide médicale à mourir accessible en fonction des critères du jugement de la Cour supérieure. C'est pour ça que j'ai fait cette revue au départ, en fonction du principe d'autonomie des personnes et de leur dignité. En fonction des critères du jugement de la Cour supérieure, ça veut dire qu'il n'y a pas de temporalité. Dans l'immédiat et à court terme, bon, il faut enlever dès maintenant le critère de fin de vie, c'est fait, de mort naturelle raisonnablement prévisible. Le projet de loi qui est actuellement à l'étude au fédéral, le projet de loi C7, a enlevé dans les critères de mort naturelle raisonnablement prévisible, mais ils l'ont remis par en arrière, c'est très fédéraliste, c'est très Ottawa. Ils ont dit, si la mort naturelle du patient, souvenez-vous qu'il disait qu'il n'y avait pas nécessité de mettre un pronostic, mais si la mort naturelle du patient doit survenir dans les 6 à 12 mois, bon, ben c'est correct, on n'a pas besoin de s'occuper du critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Si c'est au-delà de 12 mois, bien là, il faudrait que le patient ait un critère de mort naturelle raisonnablement prévisible avec quelques critères qui sont ajoutés. Ça devient kafkaïen. L'aptitude jusqu'à la fin. Pour l'instant, dans la loi fédérale, il y a une obligation d'attendre 10 jours. Là aussi, il y a une confusion dans la population. On dit, bon, ben, il faut que j'aille mon aide médicale à mourir dans les 10 jours. Non, 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 non. Le 10 jours, c'est le délai entre la demande d'aide médicale à mourir et l'acceptation et lorsque le médecin prodigue le soin. Il doit y avoir 10 jours, sauf si
le médecin juge que le patient est à risque de perdre son aptitude à décider. Donc, ce critère-là, normalement, dans le projet de loi, en tout cas, il saute et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Les personnes avec des pathologies chroniques incurables, en particulier les maladies neurodégénératives physiques. Alors ça rentre vraiment dans le cadre de Gladue-Truchon. Ce sont toutes les maladies, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, Parkinson, toutes ces maladies qui détériorent le patient au point de vue physique, les maladies neurodégénératives. Et même si la mort n'est pas prévisible à court terme, au moyen terme, on sait que la maladie va emporter le patient à un certain moment donné. C'est peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais il va finir par mourir de sa maladie ou des complications de sa maladie. Et ça, enlever le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, tout au moins le critère de fin de vie, permet d'accorder l'aide médicale à mourir à des patients qui ont des pathologies chroniques incurables. C'était exactement le cas de M. Truchon, qui avait une quadriplégie, et c'est le cas de Mme Gladue, qui a un syndrome post-poliomyélitique, mais qui ne mourra pas dans les prochains mois, là, mais qui est vraiment rendu une qualité de vie qu'elle, pour elle, juge qui est non acceptable par rapport à ses idéaux. Il y a une obligation qui doit être faite à toutes les maisons de soins palliatifs d'offrir l'aide médicale à mourir et les mineurs de 14 à 18 ans qui rencontrent tous les autres critères. Pour l'instant, la loi ne permet pas d'offrir l'aide médicale à mourir à des gens, des mineurs en bas de 18 ans. Aux Pays-Bas et en Belgique, on peut donner l'aide médicale à mourir à ce qu'on appelle des mineurs matures. Essentiellement, ce sont des mineurs entre 14 et 18 ans. Et moi, je peux vous garantir, parce que j'ai fait de la neurochirurgie pédiatrique au début de ma carrière, des jeunes de 14 à 18 ans ou même de 10 à 18 ans qui ont des maladies chroniques, qui ont des cancers, qui se sont fait amputer d'abord à la cheville, ensuite à la cuisse, ensuite au bassin. Des gens qui ont eu ils sont beaucoup plus matures que bien des adultes qui ont le droit de vote. On a juste à regarder au sud de la frontière pour se rendre compte de cela. Donc, les mineurs matures devraient, à mon avis, et qui rencontrent des autres critères, bien sûr, devraient, à mon avis, avoir l'aide médicale à mourir. Bien sûr, on peut mettre des balises. Et c'est ce qui est suggéré, d'ailleurs, dans les diverses études qui ont été faites jusqu'à maintenant. Par exemple, qu'ils soient évalués par 1 ou 2 psychologues, que ces médecins traitants, orthopédistes, oncologues ou chirurgiens puissent donner leur idée sur le cas. Mais mettez-vous dans la situation d'un jeune de 17 ans qui a passé 3 ou 4 ans de sa vie à l'hôpital, à avoir diverses chirurgies, divers traitements, tous plus invasifs les uns que les autres. Il a 17 ans, il en a par-dessus la tête, il sait très bien que sa situation est irréversible, mais il ne peut pas avoir l'aide médicale à mourir. S'il a 17 ans et 6 mois, c'est la même chose. S'il attend 6 mois de souffrance supplémentaire, il va avoir 18 ans, il va avoir le droit. Il y a quelque chose de complètement incongru. Autre élément sur le plan médical, et ça, vous êtes pas, ceux qui ne sont pas dans le domaine médical n'ont pas à le savoir, mais les pathologies de 10 à 18 ans, des pathologies graves sont quand même très rares. Par contre, les pathologies graves que ces jeunes peuvent avoir sont souvent très délétères et très délabrantes. À moyen terme, les mineurs de 14 à 18 ans qui rencontrent les autres critères. Et aussi, ce pourquoi on se bat maintenant, qu'une personne qui se fait donner un diagnostic de pathologie cognitive dégénérative, dont l'exemple ultime est l'Alzheimer, puisse obtenir l'aide médicale à mourir dans ses directives médicales anticipées. Pour l'instant, la loi ne le permet pas, mais ce que l'on veut, c'est que si vous vous faites donner un diagnostic d'Alzheimer, j'ai mon diagnostic, je sais très bien ce qui va se passer. Mettons que je suis à un grade 1 de mon diagnostic. Il y a 7 grades dans l'Alzheimer. Je sais très bien qu'à partir du stade 4, je ne serai plus autonome et j'aurai une aptitude cognitive qui va être très discutable. Et donc, je veux avoir l'aide médicale à mourir lorsque je serai rendu à tel ou tel stade de mon évolution. Et ça, chacun de dire quel est le stade de l'évolution où il va avoir l'aide médicale à mourir. Par exemple, lorsque je ne connaîtrai plus mes enfants, ou par exemple, lorsque je serai plus capable de m'occuper de moi-même tout seul dans mon logement. On peut multiplier les exemples à l'infini. C'est ce pourquoi actuellement on se bat. Et au mois de janvier 2020, il y a eu un colloque qui a réuni 200 personnes
amené par le ministère, où on était, bien sûr, et où on a discuté de ça. Et le comité qui a travaillé là-dessus, et tout le monde est d'accord qu'on devrait permettre de demander l'aide médicale à mourir lorsqu'on a un diagnostic de pathologie dégénérative cognitive qui nous est donné, avec bien sûr des critères. Maintenant, la COVID a fait que pour l'instant, tout ça est tombé un peu en arrêt, mais le ministère est tout à fait ouvert à cela et je pense que la population, bien sûr, parce que c'est les questions qu'on se fait demander. À long terme, on a besoin de données scientifiques pour une réflexion sociétale élargie pour les personnes aptes, mais avec des pathologies mentales sévères, récidivantes. Ça, c'est toute la problématique de problèmes de santé mentale. Il ne faut pas confondre les déficiences profondes et les patients qui ont des problèmes de santé mentale. Un patient avec un trouble bipolaire peut très bien être apte à prendre ses propres décisions à des moments X, Y, Z. Même chose pour des schizophrènes. Et aussi, la question qu'on se fait souvent demander, et ce sont des demandes qu'on a de plus en plus, qui sont assez souvent acceptées. Les personnes âgées, là on parle de 80 et plus, avec des multipathologies non terminales prises isolément, par exemple l'insuffisance cardiaque, mais qui est corrigée avec des médicaments, associée à une insuffisance pulmonaire qui est corrigée avec un peu d'oxygène, associée à une insuffisance rénale qui est corrigée avec quelques médicaments, etc., etc. Mais lorsque l'on prend toutes les pathologies ensemble, ça fait un fardeau qui devient pour les patients vraiment très lourd. Et comme certains nous disent, ils arrivent à une fatigue de vivre et ils ne veulent plus vivre de cette façon-là. La santé mentale, M. Virard va vous laisser le PowerPoint sur le site. Il y a quelques diapos ici sur la santé mentale. La problématique ici, c'est que la santé mentale, c'est une maladie réelle qui amène des souffrances réelles. On ne peut pas dire que la santé mentale, ce n'est pas une problématique médicale. Deuxièmement, les chartes canadiennes et du Québec donnent un principe quasi absolu de l'autonomie du patient, incluant les patients qui ont des problèmes de santé mentale qui peuvent refuser leur médication. Et dans nos sociétés démocratiques, les traitements psychiatriques, sauf les traitements, les électrochocs, sont peu ou pas invasifs. Donc, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'un patient qui a un problème de santé mentale devrait avoir essayé plusieurs types de traitements avant d'y avoir accès? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Personnellement, je pense que oui, mais je ne suis pas psychiatre, mais ce sont les questions sur lesquelles il faut se pencher. Est-ce qu'il y a des diagnostics aussi qui devraient être exclus ou inclus dans les pathologies mentales? C'est sûr qu'à 18 ans, 20 ans, si vous faites une grosse dépression parce que votre première blonde vient de vous laisser, on ne peut pas dire que c'est un problème de santé mentale. Ce n'est certainement pas incurable et certainement pas irrémédiable non plus. On a tous passé par là. Mais la dépression profonde à 70 ans de quelqu'un qui a eu 3 ou 4 épisodes de dépression majeure dans sa vie, est-ce que ce n'est pas une problématique importante? Moi, je pense que oui. En plus de ça, je crois qu'il faut vraiment mettre en parallèle les risques de suicide indignes, que ce soit par arme à feu, de le métro, devant un autobus, alors que l'aide médicale à mourir peut apporter une solution nettement plus élégante, si je peux dire ça de même. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent avec les problématiques de santé mentale. Qu'est-ce qui ne changera pas dans les prochains mois ou années? Et en ce qui me concerne, ce qui ne changera jamais, je crois, en tout cas, tout au moins je l'espère, ce sont les personnes inaptes depuis toujours, autrement dit les patients qui sont déments. Il n'est aucunement question de leur offrir l'aide médicale à mourir parce que là, nous tombons dans l'eugénisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Si un patient tout à fait apte a fait des directives médicales anticipées et que suite, par exemple, à un traumatisme crânien sévère, majeur, il récupère, mais qu'il est devenu totalement incapable de prendre des décisions pour lui-même, ça, c'est une autre chose, mais il a fait des directives médicales anticipées. On n'est pas dans le cas de la démence initiale. Dans les cas de pathologie aiguë avec des inaptitudes, que ce soit un AVC sévère, des traumatismes, d'encéphalopathie, etc., ce sont les règles usuelles de cessation de traitement qui s'appliquent. Par exemple, comme dans le cas du père de, je pense que c'est M. Pillon, je crois, qui a demandé une question tout à l'heure. C'est exactement les règles usuelles de cessation de traitement. Et ça se fait quand même beaucoup
dans nos hôpitaux. Ce qui m'amène à vous dire un tout petit mot sur les directives médicales et le mandat de protection. L'article 51 de la loi du Québec sur les soins de fin de vie indique que toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte. Mais elle ne peut toutefois, au moyen de telles directives, formuler une demande d'aide médicale à mourir. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. Et l'article 58 nous dit que la personne inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des directives médicales ont à l'égard des professionnels de la santé la même valeur que les volontés exprimées par une personne. Ça répond à une des autres questions qui a été demandée par vous et qui a été exprimée par M. Virard. Si vous avez fait vos directives médicales anticipées et que les gens autour de vous le savent, cette directive médicale anticipée, même si vous êtes devenu complètement inconscient, ont exactement la même valeur que si vous regardiez le médecin yeux dans les yeux ou le personnel soignant et que vous leur disiez « Je ne veux pas de traitement, je ne veux pas être sur respirateur ». Mais pour l'instant, l'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée à l'avance par les directives médicales anticipées. Mais encore faut-il que les gens aient complété leur directive médicale anticipée. Et pour l'instant, les chiffres que j'avais avant la pandémie tournent autour d'une centaine de mille Québécois qui ont complété leur directive médicale anticipée, ce qui est très, très peu. Donc, tout le monde devrait les faire. Alors, pour exprimer vos directives médicales anticipées, c'est très simple. Vous devez être majeur, vous devez être apte à consentir à des soins. Alors là, vous avez un petit peu de misère, c'est seulement un exemple. Il y a 3 grands scénarios qu'on vous offre dans les directives médicales anticipées. Par exemple, si je souffre d'une condition médicale grave et incurable et que je suis en fin de vie, soin A, je consens à la réanimation cardio-respiratoire ou je refuse. Donc, vous cochez ce que vous voulez. Si vous faites vos directives médicales anticipées, en principe, c'est parce que vous refusez. Même chose pour la ventilation assistée, même chose pour la dialyse, etc. Donc, il y a 3 grands scénarios. Vous complétez ça et vous envoyez tout simplement au ministère. Ceux qui sont intéressés, qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez trouver toutes les indications pour trouver le feuillet de formulaire de directive médicale anticipée sur notre site. À la fin de la présentation, je vous ai mis quelques diapositives supplémentaires sur le mandat de protection qu'on appelait auparavant le mandat d'inaptitude, sur aussi la réalité des opiacés. Souvent, les gens vont dire ah, « ben, ils ont donné de la morphine à mon père ou à ma mère, puis il est mort. » En fait, ce n'est pas vrai, à moins de prendre des doses massives de morphine. Les patients qui sont sous morphine pour des raisons de cancer ou autres s'habituent progressivement à des doses de plus en plus importantes. Et il faut vraiment donner une dose massive d'opiacés à un patient pour qu'il meure. Sauf si, bien entendu, il est rendu tout à fait en fin de vie, s'il est rendu inconscient, s'il y a une respiration agonisante, bien là, on va donner des doses un peu plus marquées de morphine, puis il va tout doucement s'endormir par arrêt respiratoire. Mais l'idée que les patients, on leur donne de la morphine puis qu'ils meurent dans l'heure qui suit, ça n'est pas du tout la réalité, c'est un mythe urbain. Et j'ai mis aussi quelques diapositives pour ceux qui s'intéressent sur les démences, en particulier les stades d'Alzheimer. Donc, il y a des directives simples qui peuvent être faites du type… non, ça, c'est la question. Excusez, c'est la question de M. Virard. Qu'en est-il du respect des directives médicales anticipées et de l'aide médicale à mourir pour des personnes en perte d'autonomie? En fait, si vous avez fait vos directives médicales anticipées et que vous êtes en perte d'autonomie et que vous avez encore votre aptitude à décider, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez plus votre aptitude à décider, que vous êtes, par exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral ou vous avez un accident, vous rentrez à l'hôpital, que vous êtes inconscient, c'est l'obligation des soignants d'aller voir sur le site de la régie si vous avez fait vos directives médicales et si vous les avez faites et complétées, ça va sortir immédiatement. Et normalement, ils vont arrêter toutes les manœuvres. Maintenant, ce qu'on se fait demander souvent, et je crois qu'en dessous de la question de M. Virard, c'est ce qui était sous-jacent. Souvent, les patients vont arriver inconscients à l'hôpital, puis ils vont être réanimés. C'est vrai, malheureusement, les médecins puis le personnel soignant, s'ils n'ont aucune indication, si le patient est tout seul, bien, ils vont d'abord tirer, puis après ça, ils vont poser des questions, comme à la guerre. Mais en fait,
il faudrait que les gens, s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les directives médicales anticipées ont la même valeur que si vous-même vous parliez yeux dans les yeux avec votre médecin et que vous dites « ça suffit, je ne veux plus de traitement ». Et les directives, sous-question, les directives simples du type pas d'acharnement thérapeutique ou encore ne pas réanimer sont systématiquement ignorées dès qu'un proche s'y oppose. Ça, c'est en relation directe avec la cause qu'il y a eu il y a 3-4 semaines dans les journaux, dans la presse. C'est vrai, malheureusement, lorsqu'un patient dans une résidence, dans une maison, dans un CHSLD, lorsqu'il devient inconscient ou qu'il meurt et que l'organisme est obligé d'appeler service santé et eux ont l'obligation de réanimer la personne, à moins qu'il soit devenu complètement mort, là. Mais ils ont l'obligation de réanimer la personne ou de tenter de la réanimer. La même chose à l'hôpital. Alors ça fait partie de leurs règles de fonctionnement. Et suite à cet événement-là qu'il y a eu dans les journaux, la Commission des soins de fin de vie et nous et le ministère sommes parfaitement au courant de ça et on travaille là-dessus. Évidemment, tout le monde comprend qu'avec la COVID, c'est plus difficile de faire avancer les choses, mais c'est un élément qui est en train d'être étudié actuellement de façon très active, en particulier par le ministère et la Commission des soins de fin de vie, de façon à ce que la loi et les règlements soient changés pour l'urgence santé et tous les ambulanciers et que si un patient a dans sa chambre de résidence, par exemple, un papier qui indique qu'il ne veut pas être réanimé, bien, qu'ils devront respecter cette chose-là. Tout ça relève du Code civil. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins. Et si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement et qu'il n'a pas fait ses directives médicales anticipées, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer. Ça, c'est intéressant au Québec. Je reviens encore à la cause de Vincent Lambert en France. 12 ans de procédure, 14 procès générés par sa mère et soutenus par l'Opus Dei pour interdire à son épouse, à M. Vincent Lambert, de demander un arrêt de traitement. Et au Québec, heureusement, nous n'avons pas ça. Nous avons une hiérarchie des personnes qui sont aptes à donner un consentement pour l'autre personne. Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins est constatée et en l'absence de directive médicale anticipée, le consentement va être donné par le mandataire. Par exemple, vous êtes une personne âgée, vous avez donné un mandat de protection à votre fils ou fille ou nièce ou qui vous voulez. C'est d'abord le mandataire qui a le droit de regard. Et le personnel soignant est obligé de l'écouter. En défaut de mandataire, si c'est par exemple une personne qui est sur tutelle ou curatelle publique, ça va être le tuteur ou le curateur public. Si le majeur n'est pas représenté, ça c'est le 3e échelon, le consentement sera donné par le conjoint, que le patient, que la personne soit mariée ou non, en union civile, en union de fait, c'est le conjoint reconnu par les gens autour. Conjoint, on s'entend que si c'est un conjoint depuis une semaine, il va peut-être avoir des questionnements, mais si c'est le conjoint depuis 6 mois, 1 an, puis que tout le monde autour est d'accord avec ça, bien, c'est le conjoint qui va donner son avis. Enfin, par un proche parent, ou enfin, même si quelqu'un est parfaitement seul dans la vie, une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Ça pourrait être, par exemple, pour une personne en CHSLD, ça pourrait être un aide-soignant, par exemple, qui s'est occupé du patient pendant plusieurs mois. En conclusion, l'association défend avec la plus grande énergie la position incontournable que l'aide médicale à mourir ne soit jamais accessible à des patients inaptes qui n'en auraient pas fait la demande auparavant de façon libre et éclairée par les directives médicales anticipées. Et j'ajoute que l'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, moral, éthique, compassionnel. Il faut cesser de véhiculer de fausses peurs. Il faut se concentrer sur les façons de respecter dans la compassion et l'humanisme l'autonomie des individus, qu'ils soient en fin de vie ou atteints de pathologies incurables. Et notre devoir médical et sociétal, c'est de fournir des soins palliatifs de qualité lorsque le thérapeutique ne suffit plus, et cela inclut l'aide médicale à mourir pour ceux qui le désirent, en toute connaissance de cause et selon des critères stricts.
Et sur un ton, sur une note personnelle, je vais terminer en disant que j'ai fait de la neurochirurgie toute ma vie, donc des tumeurs cérébrales, des malformations artério-veineuses, des chirurgies de 8, 10, 12 heures chez des... Jamais je n'ai eu autant de remerciements et de sourires et d'amitié, de gestes d'amitié des familles que depuis que je fais de l'aide médicale à mourir. C'est extraordinaire. Le patient décède en toute douceur et dignité devant ses proches. Et ce qu'ils nous disent, bien sûr, avec des pleurs, c'est qu'ils nous remercient infiniment de la façon dont ça s'est produit. C'est quand même quelque chose de remarquable et ça veut dire que notre société, à mon avis, a beaucoup avancé. Et là-dessus, je pense qu'on peut être très fier d'être une société les plus avancées sur notre planète. Merci beaucoup de votre attention. Merci, docteur L'Espérance. C'était une des plus belles conférences que j'ai eues à l'Association humaniste. Je pense que je ne serai pas tout seul à avoir cette opinion. Vous avez été d'une clarté remarquable et ça, c'est important, surtout sur un sujet comme ça.